Bonjour à tous. Bonjour, il n'y a pas de son, on arrive. On a coupé le son, le temps d'accueillir tout le monde. Donc cette fois, vous devez nous entendre, nous voir et voir le PowerPoint qui s'affiche à l'écran. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Céline Lasso, je suis chargée des partenaires et de l'animation de l'équipe commerciale et je suis accompagnée aujourd'hui de Christine Pugin, enchantée. Moi, je suis responsable commercial et marketing. Et donc, nous allons vous présenter aujourd'hui toutes les deux ce webinaire. Donc, présentation des nouveautés de la version Sphinx 9. Donc, c'est une mise à jour majeure. Qui dit mise à jour majeure dit nouveauté fonctionnelle, nouvelle ergonomie et également, bien sûr, une reprise du périmètre ISO de la version 4 que vous connaissez aujourd'hui. C'est donc une mise à jour transparente qui est en train d'être déclinée sur le courant du mois de février. On vous donnera tous les détails en fin de webinaire, mais vous avez déjà dû recevoir des messages d'alerte sur la mise à jour. Pour ce webinaire, nous sommes accompagnés de Muriel, de Marine et d'Amine qui sont là pour répondre à vos questions dans le module questions tout en bas de votre écran. Donc là, vous êtes en train de nous dire bonjour sur le chat, mais vous pouvez switcher sur le menu questions pour qu'ils voient vos questions et qu'ils y répondent en direct pendant le webinaire. Nous sélectionnerons en fin de présentation les questions les plus intéressantes, celles qui ont eu le plus de votes. Donc, n'hésitez pas à aller liker les questions qui vous semblent pertinentes. Nous les gardons et ferons une réponse en fin de webinaire. Dans cet événement, nous sommes également accompagnés de Camille, qui va gérer plutôt le module chat. C'est elle qui vous répond à vos petits bonjours, qui gère les problématiques s'il y en a sur la plateforme Livestorm, enfin qui gère plutôt les accès à Livestorm. Et puis, elle va également vous envoyer le replay du webinaire, puisqu'on est sur un événement qui est enregistré. Et donc, vous recevez automatiquement le replay de cet événement, avec une petite enquête de SAT sur laquelle je vous invite de répondre. Avant de commencer, on avait envie de vous impliquer, on avait envie de vous challenger également et de vous faire participer à un petit sondage qui va s'afficher sur votre écran, sur lequel on vous demande quelle est la date de la sortie de la première version de Sphinx Online. On vous présente aujourd'hui la numéro 5. Quelle était la date de sortie de la première version? Est-ce 1985, 2000 ou 2021? Donc, on vous laisse voter. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui ont répondu à l'enquête qui a été envoyée en début d'année sur votre utilisation de la version 4 de Sphinx Online. Vos réponses ont servi à alimenter donc, notre pôle produit qui est en train d'étudier tout ça. Et vous serez certainement consultés pour votre utilisation de la version 5 dans quelques temps, quand vous aurez eu l'occasion de la pratiquer. Alors, que disent les résultats? On a une majorité de votes pour l'année 2000. Ensuite arrive 2021 et 1985. Bon, la majorité d'entre vous a juste gagné. Voilà. En effet, la date de la première version de Sphinx Online était aux alentours des années 2000. Voilà. 2021 étant la sortie d'IQ3 et 1985 était l'année de la création d'entreprise. Voilà. Et même si je suis là depuis longtemps, je n'étais pas encore là. Le sommaire, on ne va pas revenir dessus, vous l'avez vu affiché et c'est les points qu'on va vous faire voir aujourd'hui. Mais je veux surtout vous parler des bénéfices, puisque c'est ce qui vous intéresse, j'imagine, avec cette nouvelle version. Donc, vous allez voir comment maximiser votre taux de réponse avec 3 grands leviers. Le fait d'avoir des emails plus impactants, une diffusion multicanale et une gestion intelligente de votre base de contacts. Deuxième bénéfice, garder une vision continue de la performance grâce à des alertes automatiques. Aller plus loin avec l'IA avec 2 grandes nouveautés. Une pour exploiter vos données avec la détection des émotions, typologie de commentaires. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses. On ne pourra pas tout vous montrer, mais restez jusqu'au bout puisque ça va être vraiment très intéressant. Et puis, vous verrez également comment impliquer vos répondants grâce à des actions automatiques qu'on pourra paramétrer dans les questionnaires. Maintenant, place à la démonstration. Allez, c'est parti, on va vous montrer tout ça. J'espère que vous êtes prêts. J'en profite simplement pour vous dire que donc on est sur une présentation des nouvelles fonctionnalités. On n'est pas sur une formation, donc on va essayer de vous montrer un maximum d'éléments, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés sur cette version-là. On vous montre un maximum d'éléments
Le replay est enregistré, donc n'hésitez pas à revisionner, enfin le webinaire est enregistré, donc n'hésitez pas à revisionner si besoin pour voir les détails de fonctionnalités qu'on vous a présentés. Mais vous pouvez aussi contacter le service commercial qui vous fera des démos personnalisées sur les fonctionnalités qui vous intéressent. Alors, on vient de rentrer dans la nouvelle interface de Sphinx Online version 5. Donc, on remarque tout de suite les nouveautés au niveau de l'ergonomie, puisqu'on a vraiment une refonte graphique et UX de l'environnement de Sphinx Online. Donc, vous pouvez voir qu'on a une organisation des projets, cette fois, par symbole de carte. On peut bien sûr switcher avec un affichage tableau si vous préférez quelque chose qui ressemble à la version 4. L'avantage des formats cartes, c'est qu'on voit un peu mieux ce qu'il y a dans chaque projet. On va pouvoir identifier les projets qui sont réalisés, qui ont été publiés avec l'ancienne version, ceux qui sont dans la nouvelle version. On évalue beaucoup plus facilement également le nombre de réponses, les dernières réponses, etc. Et puis, les petits pictos en dessous vous permettent d'aller directement sur une des étapes d'une enquête, donc la diffusion jusqu'au reporting. Autre nouveauté sur cette page qui est importante, c'est le petit bouton Sphinx IA. Donc là, quand on ouvre ce bouton, ça vous permet à la fois de valider votre consentement s'il n'a pas été fait. Ça veut dire que l'IA est disponible sur tous les comptes Sphinx Online aujourd'hui. Des crédits ont été déposés sur tous vos comptes et vous pouvez tester cette fonctionnalité. Il faut simplement valider le consentement. Ça se fait ici, dans ce petit bouton, et la formule a été simplifiée pour que vous puissiez accéder à cet environnement. Nouveauté également, vous allez pouvoir suivre votre consommation. Donc, les crédits qui ont été déposés et qui sont offerts vous permettent de faire un certain nombre de manipulations IA. Et vous voyez ici la consommation que vous avez déjà utilisée. En plus, évidemment, des informations sur toutes les fonctionnalités IA que vous pouvez consulter avec les boutons raccourcis ici. On ne voit pas sur cet environnement, mais vous aurez un petit bouton. Christine vous montrera en fin de webinaire comment switcher vers l'ancienne version, puisque à partir de la mise à jour, vous serez automatiquement dans la version 5, mais on conserve tous les paramètres, donc une cohabitation des deux environnements, la 4 et la 5, pendant quelques mois. Donc, si besoin, vous pourrez switcher dans un autre environnement. Quand on rentre dans un projet, on a un nouveau menu, c'est le bandeau latéral à gauche qui permet d'avoir des fonctionnalités complémentaires. Et puis, donc il y a vraiment une refonte un peu de l'ensemble des éléments. La diffusion sera présentée par Christine dans quelques instants, je ne vais pas l'ouvrir aujourd'hui. Et on va aller directement sur l'onglet Données. Donc là, on voit que le tableur a été un peu enrichi. On a un filtre avec la liste des variables qui permet d'aller filtrer beaucoup plus facilement que dans la précédente version, pour avoir un affichage sélectionné. Dans l'onglet Analyse, donc il a été renommé dans votre version Sphinx Online, ce bouton s'appelle Data Vive. On lui a redonné un nom plus générique. Donc, dans l'analyse, vous allez pouvoir avoir une nouvelle organisation au niveau de la création des vues. Donc, si on ouvre une nouvelle vue, on a aujourd'hui la possibilité de sélectionner un template, un rapport exemple, dans les différents formats qui sont présentés ici. Donc, un dashboard pour un reporting, par exemple, une infographie pour un format un peu en portrait, le rapport 16/9 pour un PowerPoint en présentation classique. Donc, voilà, ce qui est intéressant ici, c'est que tous les modèles ont été dupliqués dans ces différents supports. Donc, ça vous fait vraiment gagner du temps dans la prise en main de vos analyses. Et puis, je remets en avant les fonctions de dépouillement automatique. Elles existaient dans la version 4, mais elles sont beaucoup plus mises en avant ici, avec la possibilité de générer un dépouillement automatique avec tous les tri à plat et également avec un croisement avec une variable. Donc ça vous fait vraiment gagner du temps dans la prise en main de vos analyses. Je pense qu'on a terminé pour vraiment… Ah non, on n'a pas terminé, bien sûr. On va aller sur le reporting. Puisque le reporting a été repris, donc vraiment, toutes les fonctionnalités que vous utilisez dans vos reportings sont reprises. Il y a vraiment une transparence à ce niveau-là, au niveau de la reprise des éléments V4, V5. Par contre, l'environnement a été réorganisé un peu, on va dire, on a mis un petit coup de pinceau pour faire en sorte que ce soit plus sympa au niveau design, ergonomie, et que vous travaillez dans un environnement un peu plus joli. Voilà.
Est-ce qu'on a vu toute l'ergonomie de la version 5? Je pense que oui. Voilà. Donc, on peut passer à la première nouveauté tout à fait fonctionnelle concernant la diffusion. Multicanal. Alors, le multicanal, c'était notamment une fonctionnalité très attendue de votre part. On l'a vu dans l'enquête qu'on vous a envoyée début d'année. C'est vraiment beaucoup ressorti. Donc, la nouveauté de cette version 5, c'est que désormais, vous avez la possibilité de gérer du multicanal. C'était déjà le cas en partie en version 4. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut, par exemple, créer une campagne dans un canal, par exemple le canal email, et pour la même campagne, relancer automatiquement par SMS via un autre canal. C'est ça le vrai multicanal. Donc, pour vous présenter l'interface, quand vous cliquez sur diffusion, vous arrivez sur cette interface. Donc, moi, j'ai déjà préparé des petits canaux de diffusion. Mais quand vous arrivez, vous avez cet écran qui va vous présenter les différents canaux de diffusion possibles. Donc, on retrouve toujours le lien direct, le QR code, l'intégration web. Il y a une nouveauté, je vous montrerai après. Et là, je vais vous montrer le paramétrage d'une enquête avec d'une campagne, plutôt, avec une diffusion multicanal. Hop, on clique. Je vais créer ma première diffusion. Donc, je veux que ma première diffusion d'enquête se fasse par email. Donc, j'arrive sur cet écran. Je vais pouvoir avoir un premier niveau de paramétrage. Est-ce que je veux une réponse unique ou multiple? Ça, c'était déjà disponible. Unique et modifiable, c'est quelque chose plutôt qu'on préconise. Nouveauté, je vais pouvoir activer la gestion de la sursollicitation sur cette campagne. Donc, je vous montrerai juste après comment ça se passe. Gérer la sursollicitation, ça va vous permettre de gérer la pression relationnelle auprès de votre base de contacts. Donc là, j'ai envie de l'activer. C'est parti. Donc, je vais arriver ici dans l'environnement de création de campagne. Dans ma création de campagne, je vais avoir un accès pour charger ma base de destinataires. Donc là, on va être sur un environnement qui permet de charger une unique fois la base de destinataires qu'on va vouloir solliciter. Donc, moi, je vais venir importer ma base de destinataires. On a toujours tous les choix d'import, d'automatisation, etc. Je vais venir sélectionner mon fichier Excel avec ma base de contacts. Et donc là, quand j'importe mon fichier, j'ai comme aujourd'hui une détection automatique des variables email, mobile, etc. Donc là, le mobile m'intéresse puisqu'on verra qu'on va faire la relance par SMS. J'ai également un certain nombre de variables qui vont pouvoir être reprises, c'est-à-dire que ma base de données, au-delà des données qui sont utiles à la diffusion, c'est-à-dire l'email et le numéro de téléphone, je peux intégrer plein d'autres variables qui vont me servir également, par exemple, à mon analyse. C'est-à-dire que mon service, ici, je viens le charger et après, je pourrais, par exemple, faire des filtres dans mes dashboards sur les résultats différenciés selon le service. Je vais charger l'ensemble de ma base. Voilà. Et donc, j'ai mes 59 destinataires qui ont été ajoutés à ma préparation de campagne. Dans cet environnement destinataire, vous allez retrouver un certain nombre d'indicateurs, ici en haut, de manière beaucoup plus visible. Il y a vraiment eu un gros travail d'ergonomie sur cette version 5. Vous avez notamment les abandons en cours de saisie immédiats, ceux qui n'ont pas commencé, les en cours de saisie, etc. Voilà, vous retrouvez toutes ces informations en consultation directe ici. Ensuite, une fois que j'ai importé mes destinataires, je vais venir créer mes envois. Donc, premier envoi que je souhaite faire, c'est une invitation par email. Donc, je vais paramétrer mon emailing. Donc, je choisis email. Je veux un envoi soit immédiat, différé ou automatisé. Voilà, ça, c'est toujours disponible. Donc, moi, je veux un envoi immédiat. Et donc, ici, on vient me demander est-ce que je veux utiliser un modèle. Donc, ça, c'est vraiment une nouveauté, la version 5, ou est-ce que je veux importer du code parce que j'ai un template HTML déjà tout prêt. Moi, je vais utiliser un modèle. Je vais aller vite. Alors, je sélectionne un modèle. Donc ça, c'est une banque de modèles d'emailing, de template emailing qui est disponible dans la version 5. Voilà, donc vous avez en visu différents modèles avec une petite lecture là sur la droite pour prendre connaissance du modèle. Moi, je vais venir choisir celui-ci. Vous avez aussi ici un onglet « Mes modèles ». Ici, vous allez retrouver des emailings que vous aurez pu vous mettre en forme, que vous avez mis en forme. Vous allez pouvoir les enregistrer et les réutiliser pour d'autres campagnes. Donc, nous, comme on commence notre prise en main, on va choisir celui-ci. Voilà.
Donc là, vraiment grande nouveauté. Hein. Là, on est dans un environnement qui a été totalement refondu par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui. On arrive sur un éditeur d'emailing. Donc, vous avez sur la gauche des éléments que vous pouvez venir glisser-déposer dans votre table de travail au centre. Voilà, une mise en forme en colonne, par exemple, des boutons d'action, des images, vous pouvez tout personnaliser. Vous avez, par exemple, aussi les mentions RGPD qui sont déjà toutes prêtes. Donc là, elles sont déjà dans le modèle. Mais si vous partiez d'un modèle un peu plus vierge, vous pouvez venir les glisser et c'est déjà tout prêt. Vous avez les liens des inscriptions, hein, bien sûr. Voilà. Tout est déjà intégré dans le template. Ici, vous allez avoir la possibilité de consulter votre email et son rendu au format, par exemple, smartphone, tablette ou PC. Et très intéressant, vous avez ici un guide des bonnes pratiques. Alors, les bonnes pratiques emailing, je vous invite vraiment à les consulter. On ne va pas les dérouler là, mais c'est des bonnes pratiques qui ont été rédigées par nos experts et notamment vraiment toute l'expertise qu'on a via notre institut d'études, hein, tout ce qu'on a pu recueillir comme bonnes pratiques sur les projets que l'on peut gérer. Et ça va vraiment vous permettre, en tout cas, d'optimiser au maximum le taux de retour et de délivrabilité de vos emails. On sait qu'aujourd'hui, c'est une vraie problématique, il y a un vrai enjeu autour de la délivrabilité. Donc, n'hésitez pas vraiment à consulter ce guide. Ensuite, vous allez pouvoir mettre en forme votre emailing. On a un petit nouveau bouton ici qui s'appelle « Autre action ». Donc, dans Autre action, vous avez un certain nombre de fonctionnalités. Il y en a une particulièrement qui va nous intéresser, c'est la vérification du message. Donc, vous retrouvez aussi ici enregistré comme modèle, ce que je vous disais tout à l'heure. Ça vous permet de retrouver le modèle au choix du template au départ. Vérifier le message va nous permettre justement de venir un peu passer au crible le message emailing tel qu'on a voulu le paramétrer et savoir s'il va être bien délivré ou pas. Alors, on va faire un petit test. Voilà, là, on est sur « Donner mon avis ». On va dire « Donner mon avis, c'est gratuit ». Hop. Décidément. Avec un « A », c'est mieux. Voilà, on va ajouter ce terme-là. On va lancer une vérification. Et là, on voit que la solution est venue détecter ce qu'on appelle un spam word. C'est-à-dire, c'est des termes en fait qu'il faut vraiment éviter dans le contenu de votre emailing parce que sinon, vous avez vraiment des risques accentués en fait d'être spammé sur vos envois. Et ça vient également entacher la réputation du domaine d'envoi, de l'adresse d'expédition. Donc là, on a un spam word qui est détecté. Ça va nous permettre du coup de corriger l'emailing qu'on a préparé. Il y a tout un tas d'autres éléments qui sont détectés, comme des suspicions d'hameçonnage, des liens brisés. Est-ce qu'on a bien intégré les mentions RGPD qui sont obligatoires aujourd'hui dans les emailing? Est-ce que les champs de fusion fonctionnent bien, etc. Donc vraiment, ça, c'est une fonctionnalité qu'on vous recommande vivement d'utiliser avant tout envoi de campagne emailing. Une fois que j'ai bien travaillé, je ne vous ai pas présenté, mais sur la droite, là, vous avez pu voir, il y a un petit éditeur rapide de mise en forme qui s'ouvre et qui va vous permettre rapidement de mettre en forme votre template. Une fois que tout est prêt, vous pouvez enregistrer comme brouillon, vous pouvez tester le message. Tester le message, c'est que vous allez envoyer une campagne fictive, fictive, elle s'envoie vraiment, mais les réponses ne seront pas comptabilisées. Ça va vous permettre de tester le rendu auprès d'un petit échantillon, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Quand tout est prêt, je vais sur suivant. Donc là, on voit que je n'ai pas respecté la vérification du message. Elle se fait automatiquement quand vous cliquez sur suivant. J'ignore dans notre cas et je passe à la suite. Une fois que mon message est tout bien rédigé, je suis sur les paramétrages de l'envoi. Donc, comme j'avais activé la gestion de la source sollicitation, ici, l'outil va venir m'indiquer si toute ma base va être contactée ou seulement une partie. Voilà. Je peux toujours ajouter des filtres si je souhaite, sur cet envoi, venir solliciter uniquement une partie de ma base de données. Donc, ça, c'est possible ici. Du côté de l'emailing, de l'adresse d'expédition, donc on va pouvoir venir personnaliser comme aujourd'hui l'objet du mail, le nom d'expéditeur, donc ça c'est optionnel, c'est le petit nom qui s'affiche souvent à gauche du message qui est reçu dans les boîtes de réception. Et puis ici, je peux, si je le souhaite, modifier l'adresse d'expédition.
Alors, pour modifier l'adresse d'expédition, il y a une manipulation qui s'appelle faire une délégation de nom de domaine. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que maintenant, avec le RGPD, il est nécessaire que vous autorisiez Sphinx à émettre des emails avec votre nom de domaine si vous souhaitez intégrer ici une adresse interne avec votre nom de domaine de société, par exemple. Donc là, si vous cliquez sur le petit i, vous allez avoir accès à la documentation qui vous décrit la procédure qu'il faut suivre. Je vous montrerai rapidement juste après. Voilà, vous avez l'accès en fait dans la gestion du compte pour venir dérouler cette procédure-là. Voilà, vous avez tout, vous pouvez tout faire en autonomie et sinon notre support est aussi à votre disposition. Vous pouvez ensuite ici paramétrer la temporalité d'envoi de votre enquête. Est-ce que je veux le faire tout de suite ou est-ce que je veux différer? Voilà, tout est disponible ici. Une fois que vous avez fait tous ces paramétrages, eh bien, vous validez, vous acceptez les conditions d'utilisation. Vous avez de nouveau ici un petit encart qui vient récapituler la campagne qui a été paramétrée. Et puis ici, des avertissements. Je vois que je n'ai toujours pas enlevé, c'est gratuit, de mon email. Eh bien, j'ai à nouveau le message d'avertissement, comme quoi je ne respecte pas toutes les bonnes pratiques. J'envoie mon enquête. Voilà, donc c'est parti. Et là, je vais directement, depuis ici, pouvoir programmer une relance, soit par email, soit par SMS. Donc moi, j'ai envie de faire du vrai multicanal. Je vais paramétrer une relance par SMS. Donc, de nouveau, j'arrive sur mon interface de paramétrage, je choisis SMS, immédiat ou différé, automatisé, ça c'est toujours disponible. Je sélectionne, j'arrive dans l'édition du SMS. Dans l'édition du SMS, donc nous, on vous propose par défaut un petit contenu avec le lien vers le questionnaire. Si vous souhaitez le changer, vous avez ici l'accès pour changer le lien. Vous pouvez bien sûr ajouter des champs de fusion par rapport à la base de données destinataire que vous avez précédemment importée pour venir personnaliser ce message. Ici, vous avez la possibilité de changer le lien de questionnaire si vous le souhaitez. Et ici, des indications plutôt sur le nombre de crédits qui vont être utilisés pour votre campagne. En tout cas, pour un message. Une fois que tout ça est prêt, donc pareil, vous pouvez enregistrer comme brouillon si vous le souhaitez. Sinon, je passe à la suite. De la même manière, vous avez des informations sur vos destinataires. Donc là, nous, on va vouloir bien contacter que ceux qui n'ont pas répondu pour ne pas sursolliciter la base. Il est indiqué que ceux qui ne sont également pas allés au bout de leur saisie ou qui n'ont carrément pas cliqué sur le lien de questionnaire, toutes ces personnes-là vont être contactées par la relance. Voilà. Ici, vous pouvez avoir un aperçu du message SMS. Et donc, généralement, quand on programme une relance, on le fait de manière différée. Donc, ici, on va pouvoir dire à quelle date et à quelle heure on va vouloir envoyer la relance. On valide et c'est parti. Donc, de la même manière que tout à l'heure, j'ai de nouveau un écran récapitulatif de la campagne paramétrée, des avertissements si jamais les variables de mon enquête n'étaient, par exemple, pas correctement complétées. De la même manière, j'accepte les conditions générales d'utilisation et j'envoie ma campagne. Je n'ai pas assez de crédit pour contacter tout le monde. Vous pouvez le voir, ça vous permet de voir les petits messages pop-up qui sont paramétrés maintenant sur les comptes et qui viennent vous indiquer où vous en êtes dans vos crédits. Voilà. Et si tout fonctionne bien, quand vous envoyez une enquête, etc. Donc voilà sur la partie paramétrage. Quand je passe dans Gérer mes envois, je retrouve bien les deux envois que j'ai paramétrés pour cette campagne. Je vous rappelle qu'on est dans la campagne test 2. Donc, j'ai bien ma première invitation par email. Voilà, je vais avoir différents indicateurs ici. Je vois que j'ai déjà 25% de taux de retour. Et j'ai ma relance par SMS qui s'enverra bientôt. Ensuite, j'ai ici accès direct sur les paramètres de mon enquête. Voilà, si vous souhaitez faire des modifications rapides. Et j'ai ici les statistiques d'envoi. Donc là, je vais pouvoir retrouver combien de destinataires ont été contactés, si c'est complet, en cours, abandonné, etc.
Donc, voilà pour la partie multicanal. Vous avez toujours donc la possibilité de générer un lien direct. Donc ça, c'est plutôt pour utiliser un lien en réponse anonyme, un QR code, vous pourrez tester. Et puis l'intégration web pour vous montrer la nouveauté de la version 5, c'est la génération d'une pop-in. Donc une pop-in, c'est une petite fenêtre qui va s'ouvrir sur une page. Donc là, vous avez un certain nombre de possibilités de paramétrage ou chargement après un certain temps, après un pourcentage de scroll sur la page. Vous pouvez venir la paramétrer et puis ainsi générer un code d'intégration sur votre site Internet. Donc la pop-in, on rappelle, à la différence de la pop-up qui vient vraiment bloquer, on va dire, la consultation de la page en question, la pop-in reste par-dessus le contenu. Donc ça n'empêche pas l'internaute de continuer à scroller sur la page et la petite pop-in est toujours présente sur le côté. Donc ça, c'est une nouveauté de la V5. Et c'était une fonctionnalité attendue. Alors, je vous ai parlé de sursollicitation tout à l'heure. Ça fait partie de la diffusion. Je vous montre tout de suite où c'est. Donc ici, en haut à droite, vous avez accès aux paramètres de votre compte. Donc, vous allez sur votre compte. Ça me permet au passage de vous présenter la refonte de cet environnement également. Vous avez désormais accès à une visualisation des informations de votre compte. Vous avez accès au suivi de vos crédits et consommations. Voilà, vous pouvez switcher entre les différents onglets et les périodes. Ici, vous allez pouvoir gérer les domaines d'envoi. Ce que je vous disais tout à l'heure sur la délégation de nom de domaine, ça se fait à cet endroit-là. Vous avez accès à la blacklist. Et puis, ici, vous avez liste globale de destinataires. Donc, vous allez retrouver dans cet onglet l'ensemble des bases de destinataires que vous avez pu charger sur toutes les campagnes relatives à ce compte. Dans cette base, l'ensemble de cette base, vous allez pouvoir gérer des critères de sursollicitation. Donc, la sursollicitation, je vous rappelle, permet de gérer la pression relationnelle avec les personnes qui sont dans votre base de données. Ça permet vraiment, in fine, d'optimiser les taux de retour. Donc, on va venir ici paramétrer à quelle fréquence de sollicitation je souhaite envoyer des enquêtes à mes répondants potentiels. Donc ici, par exemple, je vais dire je veux les contacter maximum une fois par trimestre. Voilà. Je peux ajouter à ce critère de sursollicitation un critère d'engagement, c'est-à-dire, en plus de ça, dire je veux contacter que les personnes qui sont actives, qui répondent au moins une fois sur deux aux enquêtes que j'envoie. Voilà. Donc ça, c'est des critères que vous pouvez mettre en plus. Dans un premier temps, je vous conseillerais déjà d'utiliser les critères de sursollicitation. Alors souvent, on nous pose la question, quelle est la bonne fréquence d'envoi des enquêtes? Alors ça dépend vraiment de votre secteur, de la maturité de votre base de contact, de tout un tas de critères là-dessus. Nos chargés d'études peuvent vraiment vous accompagner de manière personnalisée sur des bonnes pratiques. Dans votre cas, si on peut retenir deux axes, c'est que sur les enquêtes plus à chaud, plus transactionnelles, on va dire qu'une sollicitation par mois, c'est déjà bien. Ça va être un critère un peu maximal. Sur une enquête qui est plus relationnelle, plus à froid, on va plutôt partir sur une sollicitation maximale, donc une enquête par trimestre. Voilà. Après, tout peut être adapté suivant votre cas. Concernant le taux d'engagement, vous allez retrouver ici, donc dans le tableau de visualisation, l'engagement de votre base. Donc ça va vraiment permettre de savoir, de connaître l'activité de vos destinataires. Et c'est vraiment un indicateur intéressant puisque vous allez pouvoir suivre comme ça peut-être le désengagement progressif de votre base. En tout cas, vous allez pouvoir vous alerter sur le fait que, à un certain moment, peut-être que les personnes reçoivent trop d'enquêtes. Ça devient ce qu'on appelle un peu du bruit, en fait, pour les personnes. Et donc, le risque, c'est qu'elles se désinscrivent. Et donc, vous, in fine, vous ne pouvez plus les solliciter. On va se dire, alors, il n'y a pas de chiffre universel, mais de la même manière, quand on est sur un taux d'engagement inférieur à 10%, ça commence à devenir plutôt risqué, en tout cas vous, pour la sollicitation de vos destinataires. Donc voilà, sur cette partie destinataire, c'était entre la diffusion et la sursollicitation, en tout cas un point important de cette version 5. Céline, on continue. Il y a encore plein d'autres nouveautés à vous montrer.
Il y a encore plein d'autres nouveautés. On va essayer de rester dans le timing. Juste pour répondre et compléter donc, ta présentation, les SMS sont bien une option. C'est pour ça que Christine était bloquée, c'est qu'elle n'a pas payé son option SMS, elle n'a pas rechargé son compte. Donc, c'est bien une option. Après, le fait de faire du multicanal, c'est inclus dans la version 5. Et la version 5 est gratuite. Je réponds aussi à des petites questions que j'ai vues passer sur le chat. Elle est gratuite, elle est en cours de migration. Donc ça, Christine vous le redira en détail tout à l'heure. Voilà. Et j'en profite pour redire que c'est plus simple pour les personnes qui répondent aux questions d'aller sur le module de questions. Voilà, puisqu'ils sont connectés sur le module de questions, plutôt que le chat. Voilà. Donc, nouveauté les alertes automatiques. Donc, on va pouvoir paramétrer des alertes automatiques pour détecter l'évolution d'un indicateur clé de son enquête. Donc, concrètement, si ma moyenne chute, je veux être alertée par mail pour avoir tout de suite un axe d'action et de correction. Donc, vous trouverez ce paramètre dans l'onglet Études, le petit menu donc Alerte, et vous allez pouvoir, dans un premier temps, nommer votre alerte, définir une période sur laquelle vous voulez être alerté. Donc là, on veut être alerté pendant 1 mois, jusqu'au 6 mars, par exemple. Et puis ensuite, vous allez chercher la variable, donc l'indicateur clé que vous voulez déclencher. Donc ici, on a choisi la satisfaction. Et donc, on va vouloir être déclenché par rapport à la moyenne de satisfaction. On va dire qu'on veut avoir un mail si la moyenne est inférieure à 8. Donc, tous ces éléments sont des éléments que vous pouvez paramétrer. C'est nous qui avons défini cet exemple. Le seuil minimum de réponse à la variable, donc là, c'est de dire, voilà, je veux quand même qu'il y ait un nombre suffisant de réponses et que je ne sois pas alertée dès le début. Donc ça, vous pouvez le définir également, c'est une option. Et puis, bien sûr, la fréquence des alertes. À quel moment le calcul se fait? Est-ce qu'il se fait tous les jours? C'est ce qui est paramétré ici, toutes les 24 heures. Ou est-ce que je veux être alertée tous les lundis matins avant ma réunion de la semaine? Donc, vous paramétrez ces éléments et ensuite, vous définissez qui est le destinataire de l'alerte, tout simplement avec son adresse mail. Le message qui est envoyé est automatique, donc vous n'avez rien à préparer. Il va reprendre les critères importants comme la moyenne, le nom de l'enquête, etc. Donc, le message est rédigé automatiquement et sera envoyé dès que le seuil est à déclencher. Donc, j'enregistre mon alerte. J'ai la possibilité de suivre ici, dans Gérer mes alertes, les différentes alertes que j'ai paramétrées. Je peux ensuite les éditer, les dupliquer, les supprimer. Et puis, dans l'historique des alertes, je vais retrouver la liste des notifications qui ont été déclenchées. Donc, ça me permet d'avoir un suivi global, par exemple, sur mon année, et je peux exporter ces éléments si besoin. Juste, je fais une comparaison avec les notifications par mail qui existent déjà dans la version IQ que vous pouvez paramétrer. C'est des éléments complémentaires. Les notifications par mail sont plutôt là pour déclencher une alerte sur un répondant. Donc, dès qu'une personne me donne une note, par exemple, de 0, je veux être alerté. Là, on est sur un indicateur global puisqu'on est sur la moyenne des répondants. Et je fais un petit teasing également pour vous dire que cet indicateur-là qui est mis en place avec les alertes va être encore amélioré d'ici le printemps, on va dire à la fin du premier semestre, où vous pourrez même déclencher des alertes en fonction d'une comparaison de périodes. Donc là, voilà, on ira encore plus loin à ce moment-là. Aujourd'hui, donc, on est sur plutôt un seuil fixe. Voilà pour les alertes. On passe maintenant à une autre nouveauté qui est vraiment une des nouveautés les plus attendues d'après les retours qu'on a eus sur l'étude de nos utilisateurs, qui était le fait de pouvoir faire de la création d'une nouvelle variable par IA. Quels sont les objectifs de cette création par IA? Le premier objectif, c'est bien sûr de pouvoir compléter, faciliter le traitement des données avec une multitude de possibilités qu'on va voir dans un instant, et puis également d'enrichir les questionnaires, puisqu'on peut l'utiliser également dans la partie questionnaire.
Le premier exemple qu'on va voir, c'est déjà donc de rentrer dans cet élément qui est dans l'onglet Données, dans la gestion des variables. Et là, vous retrouvez donc un espace pour créer un prompt. Ce prompt peut être libre ou assisté. Et on vous invite à aller voir le guide qui a été réalisé avec un peu d'exemples, de bonnes pratiques, de cas d'usage, mais surtout des prompts qui sont prêts à l'utilisation selon des cas d'usage, justement. Donc, vous allez pouvoir avoir un prompt pour faire de la traduction, pour faire un résumé de texte, pour faire de l'analyse émotionnelle. Donc, c'est vers ça qu'on va aller, l'analyse d'un ton émotionnel. Donc, on va demander à l'IA d'aller étudier les commentaires pour qualifier l'émotion qui est détectée. Donc, je copie le prompt et je le colle dans l'espace de travail. Je peux toujours modifier ce qui m'est proposé. Donc, si je veux rajouter une émotion qui est spécifique à mon activité, je peux l'ajouter. Et puis, je vais déterminer sur quelle variable je dois déclencher cette analyse. Donc, je vais chercher une question ouverte. Donc là, sur une raison, sur un commentaire de raison de note, et je vais aller voir quelle est l'émotion qu'il y a derrière ce commentaire. Je valide les éléments qui sont paramétrés ici. Et donc, je vais pouvoir avoir donc, une nouvelle question dans mon tableau de bord pour analyser l'ensemble des émotions. Donc là, concrètement, j'ai la possibilité de générer un tableau à plat avec les émotions les plus ressenties par mes clients. On va... Est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose là? Non, oui, voilà. De manière automatique. On peut oui, simplement signaler que si je coche variable automatique, la détection se fera au fil de l'eau. Donc, à chaque nouveau commentaire, on aura bien une agrémentation des émotions de la variable automatique créée par IA. Donc, on enregistre cette nouvelle variable à la fin des variables de l'enquête pour la retrouver facilement. Et puis, on va voir un premier cas d'usage dans un exemple avec un questionnaire qui a été généré avec une question ouverte sur la recommandation. Par exemple, que pensez-vous de votre conseiller? Donc, on va imaginer que Christine n'est vraiment pas contente de son dernier rendez-vous. Elle trouve que le conseiller est incompétent et du coup, elle n'a vraiment plus envie de le voir. Donc, on va demander quelle émotion est ressentie dans ce commentaire. On a la possibilité ou pas de faire afficher cette question dans l'enquête, mais ça peut être intéressant de dire vous semblez en colère, donc colère ici est en bleu puisque on voulait mettre en avant l'émotion qui a été détectée automatiquement. Et là, deux actions possibles. Est-ce qu'on veut avoir une action? Est-ce qu'on veut rappeler cette personne qui n'est pas contente? Ou non, pas la peine. Donc, si Christine coche « Oui, je veux être rappelée », on va voir ensuite, dans la partie reporting, comment traiter cette demande de rappel. Autre cas d'usage, dans les différents prompts qui sont proposés, on parlait en début de questionnaire, en début de webinaire, le fait de pouvoir impliquer mieux vos répondants. Là, par exemple, la personne n'a pas forcément envie de trop parler, elle va donner juste un mot, un RAS, rien à dire. Donc, la question d'après va encourager le répondant, grâce au prompt qui a été créé, qui est si le message est trop court, merci de proposer une nouvelle question pour enrichir la réponse. Donc là, la question est, votre réponse est un peu courte, pourriez-vous m'en dire plus? Donc là, c'est à vous de définir le libellé, évidemment, que vous voulez pour encourager votre répondant à s'exprimer. Et donc là, on pourrait avoir quelque chose d'autre à dire, rien à dire, car tout va bien, par exemple. Un autre, on retourne cette fois sur le cas d'usage qu'on a vu où Christine n'était pas contente de son répondant. Vous avez la possibilité dans vos reportings de faire des plateformes de suivi de la qualité et de suivi des insatisfaits. Donc ça, ce n'est pas une nouveauté, ça existe déjà. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'on va pouvoir voir comment traiter les insatisfaits de manière automatique. J'ai donc une première colonne avec donc, j'ai une première colonne qui me détecte une typologie, on va dire. Est-ce que la personne était contente ou pas contente et quelle action je peux avoir derrière? Ceux qui sont contents, je peux leur envoyer un petit message pour les remercier
Et puis ceux qui avaient dit qu'ils n'étaient pas contents, on va plutôt avoir une action pour essayer de les récupérer, on va dire. Donc là, j'ai un formulaire qui a été préparé pour gérer les insatisfaits, où je retrouve le commentaire qui a été cité par mon répondant, des informations sur mon répondant, et puis j'ai un bouton pour générer une réponse directement par IA. Donc ça, tout est fait en paramétrage avec toutes les variables de calcul par IA. La réponse qui est proposée donc, est générée automatiquement par IA. Donc là, j'ai la main pour modifier les éléments qui me sont proposés. Je peux compléter, revoir la mise en forme comme Christine vient de le faire. Et puis, je vais cliquer sur le bouton « Envoyer » dès que ma réponse est prête et un email partira directement auprès de ce répondant. Donc là, dans le traitement des insatisfaits, la personne qui est chargée de la qualité dans votre structure va vraiment avoir un outil de pilotage complet et automatisé grâce à l'IA. Les différents cas d'usage de création de variables par IA. Donc, en effet, ce sont des exemples. Vous pouvez tout à fait vous entraîner à générer ces variables via l'onglet Données qu'on vous a présenté tout à l'heure, via la gestion de variables avec les modèles de prompt. Et bien sûr, on va pouvoir par la suite vous former sur cette partie-là, vous accompagner pour que vous puissiez bien enrichir à la fois vos restitutions ou venir vraiment faire des questionnaires plus interactifs, vraiment qui vont stimuler les répondants. Donc voilà pour la présentation de ces nouveautés pour cette démo. Alors, pour vous rappeler, donc en effet, la période de mise à jour débute cette semaine, donc va s'étaler sur l'ensemble du mois de février, sur l'ensemble des serveurs mutualisés, plutôt sur mars pour les serveurs dédiés. Vous aurez, donc comme l'a dit Céline, la cohabitation entre les deux environnements. Là, on vous a remis un screen pour vous montrer. Vous aurez un switch button en haut à gauche de votre écran qui vous permet de repasser dans l'ancienne version pour voir en V4 toutes vos enquêtes d'aujourd'hui, basculer en V5 pour tester. Donc là, la période de cohabitation est vraiment faite pour que vous ayez une période de prise en main de la nouvelle version. Et puis, quand vous êtes prêt, vous pouvez transférer, basculer vos enquêtes en V5. Vous avez des petits messages, vous verrez dans l'environnement V4, qui vont vous rappeler, vont vous inciter à basculer en V5. Tout est vraiment repris, à la fois les données, les paramétrages de campagne, etc., les analyses que vous avez déjà pu faire, les web reporting également. Donc, cette période de cohabitation s'étale sur l'année. Il y aura une fin de cohabitation pour les serveurs d'Eclic Campus au mois de mai et une fin de cohabitation pour tout le monde plutôt sur octobre-novembre. Voilà, donc vous avez presque 6 mois pour tester tout ça. À savoir également, si vous aviez des API en place sur la version 4, il sera nécessaire d'actualiser les clés d'API. Donc, vous avez une nouvelle page sur votre compte qui vous donne accès aux clés d'API en V5. Voilà, donc ça, c'est important de le faire. Donc, vous pouvez aussi vous rapprocher si vous êtes en accompagnement de votre chargé d'études pour vous conseiller là-dessus. Sinon, c'est plutôt quelque chose à faire de toute manière de votre côté. Une fin de compatibilité également de publication d'enquête depuis la version Sphinx IQ 2. C'était la version précédente IQ 3 aujourd'hui qui est très largement utilisée par tout le monde, mais il y a encore quelques diffusions d'enquêtes qui proviennent de cette ancienne version. Donc en octobre, il ne sera plus possible de publier sur la V5 à partir du logiciel IQ 2. En tout cas, des enquêtes qui n'avaient peut-être aussi pas été basculées en IQ 3. Et puis, Céline l'avait dit en introduction, la version 5 est incluse dans vos abonnements. Il n'y a pas de surcoût. C'est une montée en évolution majeure qui va être appliquée à tout le monde. On a parlé de l'IA pas mal avec la création de variables par IA. Juste un petit mot, l'IA en fait est disponible sur tous les comptes, on l'a rappelé, sur tous les comptes. Si vous n'avez pas activé encore l'IA, n'hésitez pas à le faire. Vous avez des crédits gratuits qui vous permettent de tester. Pour rappel, aujourd'hui, on a l'IA dans les solutions Sphinx sur une multitude de fonctionnalités, de points, de la génération du questionnaire jusqu'à l'exploitation des données. Vous pouvez par exemple le tester sur de l'anonymisation de variables de données textuelles, sur de la codification automatique qui prend 3 clics et en quelques secondes, vous avez une restitution vraiment fine de ce que disent vos répondants. Donc vraiment, n'hésitez pas à le tester.
Et juste sur l'IA, ça me permet de reboucler tout de suite et de répondre à beaucoup de questions qu'on a eues sur le chat. Oui, toutes les fonctions qu'on vous a présentées ici et qui utilisent de l'IA consomment de l'IA. Donc, effectivement, vous pouvez tout de suite utiliser les crédits gratuits pour tester et ensuite contacter le service commercial pour rajouter des crédits si vous voulez l'utiliser de manière régulière. Voilà. Alors, on a pensé à vous pour prendre en main cette version 5. Donc là, en effet, on est allé un peu vite dans la démo. L'idée, c'était de vous présenter toutes les nouveautés. Notre service formation est là pour vous faire monter en compétences. Donc, il y a un programme de formation dédié à la version 5. Vous allez notamment voir bien l'évolution de la diffusion, comment bien migrer vos enquêtes, l'utilisation de la création de variables par IA. On peut également mettre en place un programme personnalisé pour aller plus loin sur l'exploitation des données, etc. Il faut savoir que nos formations sont basées sur vos données. Ça permet vraiment d'avoir une formation personnalisée, concrète tout de suite. Nous sommes certifiés Calliope également sur cette activité de formation. Et après, on peut être sur un format, soit sur site pour former, par exemple, l'ensemble d'un groupe, avec un de nos formateurs qui se déplace chez vous, ou bien en téléformation pour un format un peu plus souple à distance. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez encore aller plus loin et être accompagné de manière personnalisée avec nos chargés d'études experts au sein de notre institut. Donc là, on va être plutôt en rendez-vous personnalisé, en partage d'écran pour aller travailler des points vraiment particuliers. Également, bien peut-être auditer les pratiques que vous avez aujourd'hui, mettre en place une sursollicitation. Voilà, là, on va être vraiment sur un accompagnement très personnalisé. On arrive à la fin de ce webinaire. Pour conclure, on vous partage les prochaines actualités. On termine bien sur le premier semestre les épisodes de webinaires dédiés à l'écoute client. Donc, encore 2 webinaires à venir. Un le 10 mars sur la valorisation des résultats d'études, comment choisir le bon livrable pour chaque cible. Et puis, le 2 avril sur collaborateurs, satisfaction client, quel est le lien entre ces deux pendants. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire, n'hésitez pas à flasher le code et sinon vous retrouvez également sur notre site internet la page pour accéder au replay et pour également vous inscrire au prochain webinaire. On va répondre à quelques questions. Merci pour votre attention. J'espère que c'était assez dense. Donc n'hésitez pas à regarder le replay sur certaines parties. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Beaucoup de questions sur la partie de diffusion, sur les emailing, sur la délivrabilité. Ce qu'on vous invite à faire, c'est à regarder déjà, il y a tout un guide sur la délivrabilité qui est présent donc sur votre compte. Vous pouvez, sur toutes vos questions techniques, utiliser l'adresse hotline@lesphinx.eu qui est vraiment un échange direct avec notre support d'assistance. Et puis, pour toutes les questions plutôt liées à la commercialisation, aux tarifs, j'ai vu passer des demandes de l'adresse de contact. C'est donc contact@lesphinx.eu. Ça a été donné dans le chat, mais voilà, n'hésitez pas, c'est l'adresse directe du service commercial. Donc, vous pouvez, si vous n'avez pas le nom de votre référent, passer par cette adresse-là, on vous répondra très rapidement. Si vous voulez une présentation personnalisée de ces nouveautés par rapport à vos besoins, n'hésitez pas également à demander un rendez-vous personnalisé pour que on vous guide dans cette prise en main de la nouvelle version 5. Merci pour vos encouragements. Il y a eu plein de réactions sur le chat que j'ai pu lire pendant la présentation de Christine. Et merci beaucoup de personnes très nombreux, précisaient qu'il y avait beaucoup de changements. Donc, c'est un grand merci également à toute notre équipe qui a travaillé longtemps sur ce projet. Et donc, on est ravis que les changements apportés vous plaisent. Voilà. Est-ce que tu veux répondre à des questions particulières? Non, en fait, il y a vraiment beaucoup il y a vraiment beaucoup de choses. L'équipe de réponse a vraiment été très efficace. Donc, normalement, ils ont répondu à beaucoup de questions.